Well, Professor Boaventura dos Santos give us a lot of concepts and food for thought, but my question could be, if you think that together with cognitive justice that you mentioned, do we need a sort of sensitive justice that is working together with this cognitive level? Because if not, I think that we are dividing this or reshaping this traditional distinction between the corpus, the senses, and the mind and the thinking. So when thinking about art and how can we make sense of a justice or a new kind of rights of the things or the parliaments of things or as whatever you want to call that, I think that we need both to resemble something, the sensible dimension and the cognitive. I'm not sure if you agree with that, but would love to know about that. I have to say that I was fascinated by the last presentation of our colleague because I was thinking all the time about the relationship between the contact zone and the abyssaline. Because for me, the contact zone hides the abyssaline. And therefore, we should try to understand if other contact zones are possible, that instead of hiding the abyssaline, acknowledge it and tend to supersede it. I have a continuing dialogue with a great friend and a great anthropologist from Bolivia, Silvia Rivera Cusicanqui. And recently, we are in the Andes, at almost 4,000 meters high, with professional filmmakers around us, conducting a dialogue for 2 hours. You can go to the page of my center, and you have a very good video of my conversation with Silvia Rivera Cusicanqui. And the discussion was about mestizaje, hybridity, métis. Precisely because all of us, that was the discussion, are hybrids, mestizos. What is the difference between a colonial mestizaje and a decolonial mestizaje? In epistemological terms, what kinds of ecologies of knowledges can we produce that are decolonial and do not reproduce colonialism? Silvia, our debate was very interesting. I invite you to see that because when we look at these images, which are, from this contact zone, which are beautiful pieces of art for me, but would they be for the others? In the other cultures, as our colleague was explaining, is an Eurocentric view of this. For Silvia, hybridity is juxtaposition. Is not fusion. That means that probably many of us walk on different sides of the abyssaline, very often. So I just raised this issue of the productivity of the contact zone, because I think that in these times, we are going to have many more contact zones, but how are they seen from the different criteria? As our colleague was, in fact, asking us to see if there are other sets of criteria, other sets of values, so that the contact zones become productive for decolonizing our knowledge, our sensibility, our subjectivities.
Because for me, my task as a sociologist is how do I decolonize social sciences? And we could go on a debate on this. And how could I relate this to the art? And Joaquin, yes, I think you are right. I think that we should add that probably cognitive justice requires justice among the senses, for instance. Why are we so vision-centric in our culture? Touching, smelling, or the other senses, the tasting of things. I think that, and I was discussing with Pedro, there are things that we can't do in the ways of representing because we are really fully oriented in our forms of rendering art or whatever, fully centered on vision. How do we organize a museum of tastes? A tasting museum. How do we decolonize our senses? Why some smells are racists? If you look at the history of the senses, particularly the smelling, is most telling about the ways in which societies. Look at the chronicles. Our colleague was discussing the 17th century and so on. Well, I have studied for a long time the chronicles of the missionaries in the 17th century, because I think that Portuguese colonialism is a very odd entity. And I wrote about this using Shakespeare between Prospero and Caliban, because Portuguese colonialism is really an hybrid in itself, because Portugal was the center of an empire and at the same time an informal colony of England, at least in the 18th century. And internal colonialism in Europe is one of the most resilient experiences in our continent. And I went through this 17th century to see the following. What the missionaries were saying about the natives in the New World and in Africa was almost the same thing that the missionaries of North Europe were saying about the Southern European peoples. They were barbarians, they were lazy, they were lascivious, they were negligent. Makes the relation between this and Frau Merkel now a continuity. If you read Der Spiegel or the Frankfurter Allgemein, you can see the continuation of coloniality in Europe. So I think that to answer you, Joaquin, I think that you are right. If we don't decolonize the senses and bring in more senses, probably cognitive justice may be another artifact of northern epistemologies and not epistemologies of the South. Sur l'exposé de Romain Bertrand, qui est très intéressant. Attention, Ah, pardon, je ne pensais plus au micro. Vous avez eu raison de bien distinguer effectivement entre symétrie et équilibre. Seulement, vous définissez en matière de jugement esthétique ou artistique la symétrie par le fait de la possibilité d'appliquer à chaque culture ses propres critères de valeur. Or, d'abord, pour Kant, le jugement esthétique s'opérait sans critères. Et alors, bien sûr, on peut dire que la position de Kant reste trop universaliste. Mais on peut penser à ce moment-là qu'il y a des sociétés dans lesquelles, effectivement, le jugement s'opérait sans, et d'autres dans lesquelles s'opérait avec critères. On peut penser que même, d'ailleurs, même pour un pays comme la France,
au XIXe siècle, il y avait quand même certains critères. Mais en tout cas, ça va. Et puis, si on prend la sociologie du goût aujourd'hui, chez quelqu'un comme Antoine Agnon justement, remet complètement en question le sociologisme du jugement de goût, en disant qu'en réalité, le jugement de goût justement, se perd toujours sans critères de type sociologique. Donc, il faudrait affiner nettement la discussion sur ce type de problème. Bon, de Duve lui-même, Thierry Duve a repris la position par rapport à l'art moderniste que, selon lui, le jugement moderniste, occidental, si on veut, était un jugement sans critères. Mais avec la distinction qu'il faudrait faire entre jugement esthétique et jugement artistique, puisque l'art du XXe siècle, pour une grande part, a été un art qui, en tout cas à partir de l'art conceptuel, a été un art qui refusait effectivement le qualificatif esthétique, même s'il y a un retour, hélas, aujourd'hui à l'esthétique, que je ne partage pas du tout, mais il y avait une distinction qui était faite entre art et esthétique. L'art véritable, c'était l'art qui échappait pour que suite à l'esthétique. Donc il y a plein de problèmes, à mon avis, qui restent sous-jacents, que je n'ai pas le temps, je ne vais pas prendre trop de temps, mais d'aborder en détail, mais qui me laissent en suspens. Oui, donc une question aussi pour Robin Bertrand. En fait, je me demandais en l'écoutant ce que c'était qu'un monde, en fait, et comment, ou selon quels critères on peut, en historien, le définir, ou bien comment un monde apparaît. Par exemple, est-ce qu'il est possible de définir quelque chose comme un monde en l'absence précisément de ces zones contact dont vous parliez dans votre exposé? Est-ce que c'est une totalité, en quelque sorte, latente, qu'il suffirait de reconstruire ou selon une méthodologie historique? Et alors, comment ou bien est-ce que c'est un objet à construire entièrement et qui n'existe que précisément par le contact avec une forme d'altérité? Mais la notion de monde a été théorisée justement en sociologie par des gens comme Howard Baker, etc. Donc il faudrait effectivement regarder beaucoup plus précisément cette notion de monde. Je suis entièrement d'accord. Et juste l'implicite en fait de ma question, peut-être pour être plus précis, est-ce que parler en termes de monde, ça revient pas à définir, à reposer ou à réaffirmer soit des essences historiques ou culturelles, plus ou moins homogènes, soit finalement des sujets collectifs. Par exemple, vous disiez que après avoir accordé une très grande attention à la colonisation européenne, finalement, on décentrait le regard plus vers la Chine, peut-être excessivement. Donc, est-ce qu'on ne revient pas finalement à des sortes d'entités plus ou moins hermétiques et subjectivées? Non, tout d'abord, mon appel au principe de symétrie, qui est précisément un principe mis en avant dans les équipes sociologiques auxquelles vous avez fait mention, puisque c'est au sein du CSI, avec Michel Callon, Bruno Latour, etc., que l'idée d'utiliser le principe de symétrie a été d'abord avancée. Tu peux parler dans le micro, Romain? Oui. L'idée du principe de symétrie, c'est d'abord d'utiliser le principe de symétrie généralisé tel qu'il a été élaboré en sociologie des sciences et des techniques au domaine de l'histoire dite coloniale ou impériale. Le principe de symétrie, ça consiste tout simplement à accorder une égale valeur et dignité documentaire à des énoncés qui, lorsqu'on les saisit dans le moment même de la controverse, de la bataille, de l'affrontement, ne se sont pas encore ou n'ont pas encore été répartis entre vaincus et vainqueurs. C'est l'exemple de Pasteur. Il faut longtemps pour que les théories pasteuriennes s'imposent, et pendant toute cette période, il y a d'autres théories, de la germination spontanée, etc., que sais-je, qui continuent à exister. Alors si on rentre là-dedans pour en faire l'histoire en disant de toute façon c'est simple, Pasteur c'est la vérité, le reste autour n'est que mensonge et la vérité va triompher, on ne ressaisit absolument rien de l'incertitude de ce moment pendant lequel s'est jouée la bataille. Ça me paraissait important ou intéressant d'utiliser un principe comme ça, précisément dans le domaine de l'histoire coloniale ou impériale. Puisque si on part d'entrée de jeu avec l'idée que de toute façon les Européens ont gagné, ce qui n'est pas d'ailleurs si évident, puisque la colonisation a aussi eu une fin, ce qu'oublie souvent l'histoire coloniale, alors c'était plus intéressant d'essayer de ressaisir ces moments constitutifs que sont les XVIe et XVIIe siècles en conservant l'indétermination qui les caractérisait. Il n'y a pas encore de vainqueurs ou de vaincus au XVIe et au XVIIe siècle, pour aller vite, entre l'Europe et l'Asie est même très largement en avance sur l'Europe dans tout un ensemble de domaines techniques, scientifiques, etc. Alors simplement l'appel à la symétrie, finalement, j'aimerais tout simplement qu'on puisse avoir
un catalogue ou un inventaire de questions aussi précises que celles que vous avez mentionnées pour l'histoire européenne concernant d'autres aires culturelles lorsqu'on a le débat. C'est-à-dire que cette histoire, pourquoi pas, d'un goût sans critère de jugement, ma foi, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est en Chine au XVIe siècle, en Insulinde au XVIIe, etc. La symétrie commencera déjà là, me semble-t-il. Hein, je suis entièrement d'accord. Voilà. Après, concernant la notion de monde, alors, il y a une réponse qui est à la fois facile à faire et qui reste vraie, c'est qu'un monde, pour un historien, est avant tout une situation documentaire. Ce qui définit avant tout un monde, c'est le fait qu'en certains lieux, sous certaines conditions, pour certaines raisons, se sont agglutinés, ont été regroupés des documents, et qu'à partir de là, on peut les travailler comme une situation. Et dans ces mondes, ils sont mités. Ils sont pleins de trous, de carences, de lacunes. Ce sont des archipels, les espaces documentaires. Alors, comment différencier, par exemple, des mondes lorsqu'on travaille sur la rencontre entre les Hollandais et les Javanais ? Et bien, tout simplement parce que pour avoir accès à l'archive hollandaise, on va travailler à Leiden ou à La Haye, et pour avoir accès au texte javanais, ma foi, on peut rester dans les mêmes lieux, mais on change de langue. On change de langue. Et pour moi, la traduction n'est pas une espèce de coquetterie théorique, c'est aussi un problème très concret. C'est déjà difficile de traduire du castillan ou du néerlandais du XVIe siècle. Ça devient redoutable lorsqu'il s'agit d'éditer, de translittérer, de traduire et d'interpréter des textes malais, javanais, et pour d'autres collègues moghols ou chinois des XVIe et XVIIe siècles. Donc il y a une espèce de caractère, on dirait, objectif d'un monde, c'est le lieu d'une espèce de cohérence documentaire très très dense, qu'on ressent, à laquelle on s'affronte, et que finalement on a le sentiment de commencer à surmonter à partir du moment où on parvient à traduire. Voilà. Après, la notion de monde elle-même, par définition, elle n'appelle pas, au contraire, à partir du moment où on lui met le S qui lui convient, la reconstitution de totalité ou d'entité. C'est-à-dire que cette nouvelle histoire-monde, qui est une histoire localisée des situations de contact, une histoire qui brise les majuscules. Pas une histoire de culture, d'identité, d'État, d'empire A majuscule. Il s'agit au contraire, en restant au plus près de l'archive, de montrer dans quels termes les gens s'énonçaient eux-mêmes, énonçaient le monde avec lequel ils interagissaient. Et le fait est, par exemple, qu'on utilise ici toujours des raccourcis de langage. Et quand on dit « les Européens arrivent en Asie au XVIe siècle », personne à l'époque ne se pense, parmi les gens qui viennent de Lisbonne, les gens qui viennent de l'île du Texel en Hollande, parmi les commerçants italiens qui viennent de Florence, comme un Européen. C'est une invention tardive, l'identité politique d'Européen. Et ça devient d'ailleurs précisément une identité à majuscule dans les situations de contact. Le seul moment où un Portugais à Goa va se définir comme européen, c'est lorsqu'il est affronté côte à côte avec, je ne sais pas, des Castillans et des Italiens, à des gens qu'il veut qualifier d'autres. Donc c'est purement contextuel, cette identité, et c'est en tout cas tardif. Et c'est un beau monde que ce monde du XVIe et du XVIe siècle, puisque c'est un monde où les États sont assez peu centralisés, n'ont pas de frontières définies, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de nom de famille, il n'y a pas de passeport, sauf parfois pour les diplomates, et les gens en tout cas se pensent assez rarement dans des catégories très exclusives et très englobantes. On est le fils d'un tel, on vient de telle ville, on appartient à telle guilde, mais on n'est pas encore donc, dans l'ordre de ces grandes identités à majuscules. Donc non, surtout, ne les reconstituons pas et continuons à les dissoudre. Ces collectifs qui mènent aux dualités qui nous embarrassent. J'aimerais quand même juste te poser une question très directe, parce que c'est pourtant un pas que tu franchis à plusieurs reprises dans l'exposé, c'est-à-dire tu parles des Européens, tu passes de ces quelques frégates à l'entité européenne. Et donc tu sembles dire que pourtant on le trouve, et il y a des acteurs de l'époque qui se désignent comme tels. Mais je te pose cette question parce qu'il me semble précisément qu'il est très difficile, et dans l'exposition que tu présentais sur les encounters, on sent aussi vraiment cette sorte de force de la story, de la rencontre, de la grande rencontre. On retrouve au fond, avec un point de contact, l'idée qu'il y aurait effectivement ces grandes entités essentialisées ou non, mais qui se rencontrent. Et bon, peut-être parce que je suis sensible à la question et que je travaille précisément à dissoudre de l'intérieur cette notion Europe, parce que aussi, à travers l'histoire judéo-européenne, on voit que finalement, il y a une histoire migrante, il y a des histoires migrantes internes à l'Europe, et que donc, enfin,
est-ce que, c'est toi qui franchis ce pas en passant de la situation de ce monde précis à ces entités, Europe et l'autre. Et puis, l'autre question, c'est, ce faisant, est-ce que tu parviens quand même à travailler, à déconstruire cette entité européenne dans le récit, où tu es obligé à un moment donné de t'y référer parce que les acteurs eux-mêmes se disent, voilà, nous sommes des marchands de Venise ou d'autres, etc. Nous avons un monde en commun que nous portons avec nous vers l'ailleurs. Non, mais enfin, l'une des thèses centrales de l'histoire à parts égales, parce que tout ça est lié à une recherche, donc à un moment dans un parcours de recherche, c'est précisément qu'il faut totalement renoncer à la notion même de rencontre. Que rencontre est le nom de ce qui d'emblée est devenu le principe de cadrage propre à l'archive européenne, impériale puis coloniale, c'est-à-dire l'idée du face-à-face ou de la rencontre à huis clos avec les sociétés du lointain. Donc cette idée qui ne valait que dans la tête des Portugais à l'époque, par exemple, qu'ils ont eu une sorte de dialogue ou de conversation exclusive avec les sociétés du sous-continent indien. Mais ces sociétés du sous-continent indien avaient en fait en même temps quantité de conversations avec quantité d'autres interlocuteurs. Et donc cette notion de rencontre, elle tend à réduire l'histoire monde à une série de conversations en vis-à-vis entre l'Europe, toujours elle, et toujours se pensant comme importante, et les sociétés du lointain. Alors pourquoi, évidemment, j'en viens à dire européen dans une présentation en 20 minutes? Parce qu'il faut vraiment plusieurs centaines de pages pour déconstruire finement ces identités. Rien n'existe à l'époque, même pas la Hollande, qu'est le Portugal, que devient-il en 1580, etc. Donc là, il faut. Mais dans le récit des acteurs eux-mêmes, ce qu'on trouve en termes d'énonciation de son identité, c'est d'abord des choses très contradictoires et très confuses, et c'est surtout, d'une certaine façon, assez peu d'attention portée à ça. Alors peut-être aussi que c'est un beau siècle, parce que l'obsession identitaire n'est pas encore totalement définie. Mais d'évidence, tous ces gens qui viennent de ce que nous appelons géographiquement l'Europe aujourd'hui et qui vont en Asie au XVIe siècle, ne se reconnaissent pas comme appartenant à la même chose. L'Europe est à feu et à sang. Entre les catholiques hollandais qui rencontrent les catholiques espagnols qui rencontrent leurs ennemis protestants hollandais aux Indes, rien n'est possible en termes d'entente. Hein. Donc ça n'est pas l'Europe, effectivement, c'est un espèce de monde fragmentaire. Voilà. Alors juste pour finir, le problème étant que des récits comme ça, on peut en produire des centaines, des récits de situations de contact, qui déconstruisent énormément de choses au passage. Et précisément tous les collectifs à majuscules. Et c'est un peu d'ailleurs, voilà, on est dans ce paysage-là. C'est-à-dire que là, on a mis en pièces les cartes. Nous, on attente aussi aux chronologies. Et en tout cas, les collectifs sont aujourd'hui en lambeaux dans les travaux d'histoire connectée. Le problème étant que sans retotaliser, il faut trouver moyen de faire récit de cette dispersion. C'est là où commence, c'est non pas renoncer aux fragments, mais trouver un principe narratif qui nous permet d'en ressaisir un certain nombre, ou de ressaisir certaines intensités, sans les reconstituer en un grand récit. Alors, pas de solution miracle, mais il y a bien des manières de casser l'unité d'un grand récit. Des trucs aussi bêtes littérairement que la narration chorale, le flashback, l'anachronisme contrôlé, etc. En tout cas, c'est en renonçant aux formes très linéaires et trop magistrales de récits historiens qu'on arrive à faire récit de cette dispersion sans tomber alors dans un espèce de catalogue qui s'agrandirait à jamais. Merci. It's very interesting. No, it's just a comment. It's a comment. But it's for both Boaventura and Romain. And we talked earlier about the myth of centrality, which not only is a myth in France, but also in the United States, many other places who have been the center of colonial empire. But there's also, I think, at play in many of what we're talking today, the myth of inclusion. This fiction, and it's historical as well as contemporary, this fiction that you can integrate into the imperial archive something without deeply transforming it. And one of the things that I find really powerful of Boaventura's theories, and specifically this idea of the abyssal line, is that it makes it, you have to confront the impossibility of doing that. And so, because anything that has been truly excluded, the moment you include it into this colonial archive, has to restructure. It forces the archive to reinvent itself, to restructure itself. It cannot possibly be included. And so,
this exhibition, while very interesting and with beautiful objects at the Victoria and Albert, these exhibitions should happen. I'm not saying they should not, but there are these very contradictory, self-conflicted notion of reform. Because actually, to me, that exhibition would be radical if it happened at the National Gallery. But the Victoria and Albert is already associated with crafts, popular things, anything we consider not art. So therefore, yes, put contact zone stuff there, right? And if you go to the British Museum, you will often see things. But the moment when you have to bother and complicate the notion of aesthetics and aesthetic theory, that's when it gets problematic. So, because aesthetic theory in Europe was invented not by chance, just in the moment when museums in Europe separated all the colonial booties from what we call art. Before aesthetic theory is invented, all of these objects would have been mixed with the paintings of Velázquez and, Watteau. They were mixed. It's only aesthetic theory precisely that allows that kicking out of the things, and it's still kicked out. We still cannot. You will never be able to do an exhibition like that at the National Gallery. Why? Because you would have to redefine the National Gallery. Same at the Louvre. You cannot, you'd have to reinvent it. And to me, those are the objects that are really worth looking at. The ones that if the moment you put them in, they would force that institution to. So it's more a comment, but I think it's definitely both presentations were going in that direction.